Maintenant, ces femmes aimaient leur travail et bon nombre de familles engageaient des femmes, des filles envoyées par les bateaux, comme on disait, pas seulement pour aider la maîtresse au ménage, mais aussi pour les libérer, les soulager des corvées ménagères. Donc, les maîtresses pouvaient aller travailler aux poissons. Il n'y avait pas de question aussi de respectabilité. Les femmes étaient des partenaires à part entière de l'entreprise familiale et elles étaient fières de leur contribution. En outre, la valeur, la dignité de leur travail était reconnue par les gens sur place et on voyait ces femmes comme étant des travailleuses essentielles, compétentes, et ça fait partie intégrante de leur propre image et de la construction de leur féminité dans le milieu de la pêche. Il faut ajouter à ça la contribution essentielle des femmes à l'agriculture de subsistance, qui était essentielle à la survie de l'unité familiale. Les femmes accomplissaient diverses tâches, par exemple fertiliser ou alors faire de la terre tout simplement, les semailles, ensuite récolter le foin. Et les femmes, enfin les hommes étaient surtout à la pêche et les femmes s'occupaient des jardins. Les femmes s'occupaient aussi du bétail, il fallait engraisser le porc familial, s'occuper des volailles, cela rapportait un peu plus d'argent. Et tout ça, c'était les femmes, n'est-ce pas, qui le faisaient. Les femmes accomplissaient un labeur physique très dur, évidemment, parce qu'il y a par exemple, pour bâtir les maisons, les isoler. Donc, souvent, imaginez ce que c'est que de transporter du bois, des fagots, ou alors porter 5 ou 6 gallons d'eau et faire un demi-mille. Ou alors celle qui était qui était maladive, qui était bien, ou qui se prenait pour d'autres, qui n'allait pas travailler, était l'objet de la pitié ou du mépris. Et c'était un groupe essentiellement anglais là, où les femmes se réfugiaient surtout dans les tâches ménagères. Donc, ce n'étaient pas des femmes économiquement indépendantes, mais elles étaient quand même engagées dans diverses activités économiques. Par exemple, dans l'hôtellerie, elles travaillaient dans l'hôtellerie ou dans l'industrie des soins de santé de l'époque. Et elles avaient aussi des activités économiques indépendantes et avaient des comptes distincts du marchand, peu importe leur statut matrimonial, ce qui était inhabituel. Et à cause de l'économie familiale, ces femmes étaient là pour occuper une place essentielle dans l'économie d'échange qui animait toutes les pêches locales. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Qui ne sont pas des originaux parce qu'ils auraient été trop difficiles à lire. Il s'agit ici d'un récit tiré de Goodridge de 1850. On peut voir que la dame a reçu des fournitures d'un marchand à son compte et du côté crédit, du côté droit de son compte, on peut voir qu'elle a partiellement payé pour les fournitures en fournissant des œufs, des canards et de la crème au marchand. Elle a aussi lavé et cousu pour certains serviteurs de la région, des serviteurs de pêche. Alors, une contre-entrée a été faite dans le livre du marchand en débitant les comptes de ses clients masculins. Donc, du côté débit, il y a le lavage et la couture et de l'autre côté, on voit que pour payer le marchand, on l'a payé soit en nature, en espèces, ou plus souvent avec du poisson, de l'huile, à la fin de la saison de pêche. Ici, on voit que cette femme a travaillé pour la famille Goodridge et des pêcheurs dans la région de Renews. Elle a vendu du foin. Et il y a de nombreux autres exemples de ce genre. Les femmes ont toujours apporté une contribution importante aux revenus familiaux par de l'argent en espèces ou en gagnant des crédits supplémentaires. Certaines faisaient même appliquer leurs profits au compte de leur mari. La plupart demeuraient endettées, étaient en dette par rapport aux marchands, mais c'est vrai pour les hommes aussi. C'est un symptôme chronique du système de troc. Le fait que les marchands reportaient leurs dettes d'une année sur l'autre indique qu'ils avaient des attentes raisonnables, qu'ils allaient obtenir quelque chose tôt ou tard, qu'ils seraient payés.
Donc, les carrières des femmes étaient à facettes multiples. Et elle contribuait aux revenus de la famille pour joindre les deux bouts. La contribution des femmes aux économies des familles avait des répercussions, pas seulement sur leur famille, mais dans la vie sociale et économique de leur communauté. Et elle jouissait d'un statut important et elle prenait les décisions. Elles étaient chefs de famille, elles s'occupaient du revenu familial et elles se débrouillaient pour que la famille puisse manger jusqu'au mois de mars. Dans le mariage, elles étaient considérées comme des partenaires et les femmes et les hommes discutaient des préoccupations et prenaient les décisions majeures ensemble. Même s'il y avait un fini d'autorité patriarcale qui était maintenu, les hommes en général consultaient leurs femmes avant d'exprimer leur opinion sur les questions communautaires ou avant de régler avec le marchand à l'automne. Comme on le disait, elle fabriquait les boulets de canon et lui, il les tirait. Et cette influence n'avait rien à voir avec l'absence de l'homme, comme c'est souvent une explication qu'on donne dans des zones de pêche, parce qu'il s'agissait des zones de pêche côtière. Donc, les hommes retournaient chez eux tous les soirs. Il y avait d'autres sphères où ces femmes exerçaient un pouvoir informel et je ne peux pas entrer dans ces détails parce que je suis consciente des contraintes de temps. Mais il y a deux domaines que j'aimerais mentionner brièvement. Tout d'abord, il y a eu le domaine spirituel où les femmes irlandaises de Terre-Neuve ont agi comme guides spirituels et personnages symboliques dans le catholicisme formel et dans le système pré-chrétien informel de croyances et de pratiques religieuses. Deuxièmement, il y avait une sphère publique de règlement de conflits, que ce soit par combat verbal ou physique, dans des agressions individuelles ou des actions collectives, mais également devant les tribunaux comme plaignantes et intimées dans une vaste gamme de poursuites qui allaient de la collecte de dettes jusqu'au conflit d'emploi. Et nous devons résister à la tentation de penser à l'image d'une femme, de voir la femme de cette époque comme une victime impuissante dans ces questions. Parce que les femmes étaient tout aussi souvent agresseuses que victimes. Et lorsqu'elles étaient agresseuses, elles s'en prenaient tout autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, il est évident que l'affirmation de ces femmes n'était pas du tout choquante pour la communauté locale et qu'elles estimaient qu'elles avaient le droit de protéger leurs intérêts, les intérêts de leur famille et ceux des intérêts de la communauté dans le domaine public. Et il est également intéressant de noter que la façon tout à fait naturelle dont les magistrats locaux traitaient de ces femmes dans les tribunaux.